Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre chapitre 2 qui s'intitule « La fonction de la production ». Dans ce chapitre qui est très long, je vous le dis, d'accord. Donc il est très long, donc on peut même considérer qu'on en va en avoir pour 2 séances presque. Donc c'est un long chapitre. Donc dans un grand 1, nous allons voir les objectifs de la production. Donc grand 1, les objectifs de la production. Grand A, la qualité du produit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par qualité du produit? Attention, certains étudiants, habituellement, lorsqu'on se voyait en cours magistral, me disaient la qualité, c'est un produit en fait qui va durer longtemps. En fait, en économie, la qualité d'un produit, ce n'est pas une qualité qui dure longtemps ou qui ne se casse pas ou qui ne se casse jamais. Ce n'est pas du tout ça. La qualité d'un produit, c'est la conformité du produit aux besoins de la clientèle en fonction d'un cahier des charges. Cette qualité du produit est influencée par les innovations de produits et également par l'accélération des innovations de produits, notamment dues à la concurrence. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est ce que tout le monde observe, c'est que la durée de vie des produits est raccourcie. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que l'innovation s'accélère, les produits deviennent vite obsolètes. Donc, on peut prendre le cas, par exemple, avec vos téléphones portables. Vous pouvez acheter aujourd'hui le dernier iPhone. Vous pouvez être sûr quasiment que d'ici 2 ans, 3 ans, le dernier iPhone que vous avez aujourd'hui, sa valeur va être nulle. Pourquoi? Parce qu'il va être obsolète et il ne remplira plus les fonctions pour lesquelles en fait vous l'avez acheté. D'accord? Donc ça, ce sont les innovations qui font en fait que la durée de vie des produits se raccourcisse et que donc la qualité du produit, donc la conformité aux besoins, n'est plus adaptée avec cette conformité aux besoins. La question c'est l'obsolescence programmée. Donc on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée avec Apple notamment, qui a été épinglé par d'anciens salariés, qui a accusé Apple en fait de programmer l'obsolescence des produits, c'est-à-dire en fait faire en sorte volontairement que tel produit, tel adaptateur, tel chargeur, d'accord, se détériore au bout d'une certaine durée, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. La qualité du produit, elle est également en lien avec des normes de produits. Ces normes sont définies par l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Elle peut être internationale, donc c'est ce qu'on appelle les normes ISO. Donc regardez vos produits et souvent, il y a différentes normes qui sont affichées. Les normes CE, d'accord, les normes ISO, d'accord, et ces normes ont pour but de garantir à la clientèle une qualité minimale. Dans le secteur agroalimentaire, on retrouve également ces normes qu'on appelle autrement, d'accord, donc on ne parle pas de normes ISO. Les normes ISO, c'est pour le secteur industriel. Pour l'agroalimentaire, on parle plutôt de label. Donc pour ceux qui mangent du poulet, vous avez vu en fait le label rouge, d'accord, qui atteste d'une qualité gustative certaine. Il y a également les appellations d'origine contrôlée, ce qu'on appelle les AOC. Donc regardez sur les fromages, sur le beurre, donc il y a souvent sur le vin maintenant également, d'accord, AOC. Et on a ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Le symbole c'est AB, d'accord. Donc de plus en plus, regardez sur les œufs, d'accord. Donc de plus en plus sur les œufs, il y a agriculture biologique. D'accord? Donc ça sont des normes en vigueur dans le secteur agroalimentaire. La question, c'est la traçabilité. La traçabilité, notamment toujours en agroalimentaire, avec la possibilité de remonter la chaîne des intermédiaires qui ont permis sa production. Et c'est ainsi que lorsque vous allez faire vos courses en ligne ou dans les magasins, vous avez systématiquement une liste de produits qui sont rappelés pour des raisons sanitaires. Et comment est-ce que ces produits qui sont issus d'un certain lot, comment est-ce qu'ils sont identifiés? Ils sont identifiés grâce à cette traçabilité, d'accord? Donc on sait d'où viennent les produits. D'accord? Donc ça, c'était notre grand A, la qualité du produit. On va passer maintenant au grand B, qu'on va appeler les délais de fabrication.
Concernant les délais de fabrication, il y a un argument commercial qui est très fort, c'est l'argument de la réactivité, qui consiste à satisfaire rapidement la demande de la clientèle dans un délai qui dépend de l'approvisionnement, du temps de passage de la conception à celle de la fabrication et de l'organisation de la production. Donc ça va déterminer en partie, d'accord, pas uniquement, mais en partie la productivité de l'entreprise. Donc le but, satisfaire rapidement la demande de la clientèle en fonction de plusieurs paramètres. Notre grand C, ça va être le meilleur coût. Grand C, le meilleur coût. Alors, le meilleur coût, qu'est-ce que ça signifie, le meilleur coût? Eh bien, on va parler des coûts de production. Donc, les coûts de production correspondent à quoi? Ils correspondent aux charges d'approvisionnement, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, d'accord? Je suis pâtissier, pour faire un gâteau, il me faut des approvisionnements, donc des œufs, de la farine, du sucre, des matières premières, d'accord, du chocolat, des fraises, etc. Le coût de production va correspondre également aux charges de personnel, d'accord, il va falloir également être rémunéré, et aux charges d'amortissement. Alors ceux qui étaient avec moi ou avec mes collègues et qui ont suivi le module simulation de gestion, on a travaillé sur ça. Donc vous voyez très bien en fait ce que sont les coûts de production, d'accord, et que la production dépend de différentes charges. Donc je vous les répète, les charges d'approvisionnement, les charges de personnel et les charges d'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est la dépréciation d'un actif. D'accord? En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une entreprise achète un objet, donc on va parler par exemple d'un ordinateur. Lorsqu'elle achète cet objet, cet ordinateur à une date, d'accord, au bout de 3 ans, cet ordinateur est comptabilisé avec une valeur égale à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que cet ordinateur a été amorti sur 3 ans et au bout de 3 ans, on considère que cet actif qui était rentré dans le bilan de l'entreprise, d'accord, a un certain tarif. Au bout de 3 ans, cet actif s'est déprécié parce qu'il s'est amorti, donc la perte de la valeur de cet actif, et qu'il vaut 0. D'accord? Donc, ceux qui ont fait simulation de gestion, on a bien expliqué ce phénomène. Et normalement, vous avez tous bien compris. Ce coût de production est également influencé par la technique qui est utilisée et par l'organisation de la production. D'accord? Et c'est ça qui détermine la productivité des facteurs de production, c'est-à-dire l'utilisation du travail et du capital. Le niveau d'activité, c'est la quantité produite qui va déterminer le rendement d'échelle. Économie d'échelle. Économie d'échelle, qu'est-ce qu'une économie d'échelle? C'est la diminution du coût unitaire qui résulte d'une augmentation de la quantité produite. En clair, ça signifie quoi? Ça signifie que je peux réaliser des économies d'échelle lorsque je produis en quantité. D'accord? Attention, j'insiste sur un terme, d'accord? C'est diminution du coût unitaire. Donc on parle bien du coût unitaire qui diminue au fur et à mesure que j'augmente ma production. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple à comprendre, parce que lorsque j'achète un outil de production, donc lorsque j'achète une machine qui est destinée à fabriquer 2000 pièces, l'idéal pour moi, c'est quoi? Pour l'entreprise, c'est d'utiliser cette machine et que cette machine fabrique les 2000 pièces, parce que de toute façon, cette machine, je l'ai payée et elle va s'amortir et au final vaudra 0. Maintenant, si avec cette machine, je ne réalise que 10 pièces, le coût unitaire va être nettement supérieur que si j'allais à bloc de la fabrication de la machine. D'accord? Donc c'est pour ça, les économies d'échelle, c'est lorsque le coût unitaire, retenez bien unitaire, diminue parce que la quantité produite augmente. Au contraire, on peut avoir également des déséconomies d'échelle. Lorsque le coût unitaire tente à augmenter à mesure que la production augmente, d'accord? Plus j'augmente ma production et plus mon coût unitaire augmente. Et là, on parle en fait d'économie d'échelle. On a également des rendements d'échelle constants. Quand le coût unitaire reste constant à mesure que la production augmente. Ça veut dire que mon coût unitaire, que je produise beaucoup ou pas beaucoup, de toute façon, il va être en fait identique. D'accord? Donc, l'échelle de production
pourra ne pas avoir d'impact sur le coût unitaire. Alors, si je vous explique davantage en fait les économies d'échelle. Donc, en fonction de la technologie de production de la firme, les économies d'échelle vont venir souvent de la spécialisation qui est permise par des niveaux de production plus élevés. L'échelle de production plus grande, ce sont les travailleurs individuels qui se spécialisent et qui deviennent plus efficaces, d'accord ? Plus je sais et plus je travaille et plus je sais travailler, d'accord ? Donc c'est un peu ce qu'on appelle également l'effet d'expérience. On a ensuite le coût de démarrage de l'activité. Alors, pour certaines entreprises, la production automobile, l'électricité, à un moment donné, pour démarrer les chantiers navaux, d'accord, pour aller dans l'extrême, pour démarrer ces activités, mon coût initial est très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'investisse tout d'abord dans des équipements, etc. Et dans un premier temps, j'ai un coût de démarrage des activités, en fait, qui est très important. Ce coût de démarrage de l'activité, ce dont l'entreprise espère, c'est ensuite pouvoir améliorer le pouvoir de négociation, notamment vis-à-vis des fournisseurs, pour avoir des prix d'approvisionnement plus bas. Donc je vous explique, lorsque je m'appelle Carrefour, j'ai l'avantage d'avoir un pouvoir de négociation vis-à-vis de mes fournisseurs qui me permet de faire baisser mes prix que si j'étais en fait une toute petite entreprise. D'accord ? Donc c'est ça en fait le pouvoir de négociation des fournisseurs. En ce qui concerne les secteurs de la haute technologie, par exemple le développement des logiciels, la valeur d'un bien ou d'un service augmente pour un individu quand un grand nombre d'autres personnes utilisent le même bien ou le même service. C'est ce qu'on appelle l'externalité de réseau. Pour les économies d'échelle, dans les grandes firmes, il y a un problème de coordination et de communication. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que dans les grandes firmes, il arrive que plus je produis et plus ça va me coûter de l'argent. Pourquoi ? Parce que je vais avoir en fait une lourdeur organisationnelle, une lourdeur administrative avec des coûts de communication, des coûts d'organisation qui vont augmenter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un concept dans l'entreprise qui se développe, c'est le concept de l'entreprise agile. Ça veut dire quoi ? D'accord ? C'est l'exemple de SAP, l'entreprise SAP. Ça veut dire en fait que l'entreprise, plutôt que de fonctionner comme un monobloc, préfère se diviser en petites structures plus flexibles, plus autonomes et qui réalisent en fait des économies d'échelle. D'accord ? Parce qu'à l'inverse, on est dans des économies d'échelle. Mon grand 2 maintenant. Mon grand 2 va s'intituler les facteurs de production. Pour ces facteurs de production, qu'est-ce que c'est ? Pour produire, l'entreprise, elle a besoin de deux types de facteurs de production. Ce qu'on appelle le capital et ce qu'on appelle le travail. Le capital, c'est l'ensemble des moyens de production durable. Le travail, c'est l'activité humaine qui est nécessaire pour produire. Donc ça veut dire que si je veux créer mon entreprise, il va falloir de la main-d'œuvre, en fait du travail, donc un facteur travail, mais il va falloir également un facteur capital, c'est-à-dire que j'investisse au moins dans un ordinateur, dans des locaux, dans des machines. D'accord ? Donc c'est le facteur capital et le facteur travail qui sont nécessaires pour produire. Mon grand A, on va distinguer ce qu'on appelle facteur substituable et facteur complémentaire. En ce qui concerne les facteurs substituables, si pour un même niveau de production, l'entreprise peut effectuer un choix entre plusieurs combinaisons productives possibles. Donc, si elle peut utiliser différentes proportions de capital et de travail, d'accord ? Donc, par exemple, pour terrasser une route, d'accord ? Donc, pour faire, vous savez, ceux qui travaillent sur les routes, là, aux rénovations des routes ou à la création en fait, d'une nouvelle route. J'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser un facteur travail, c'est-à-dire plusieurs ouvriers en bâtiment qui vont travailler sur ces routes, soit je vais substituer ce facteur travail par un facteur capital. Et mon facteur capital, ça sera quoi ? Ça sera des bulldozers. Donc, plutôt que d'avoir en fait plusieurs ouvriers en bâtiment qui vont travailler sur cette route, ces ouvriers en bâtiment, d'accord, quelques-uns, vont être remplacés par du capital. Autrement dit, en fait, par une machine, un bulldozer. Donc, on peut remplacer
une unité d'un des facteurs par une quantité supérieure ou inférieure de l'autre. Par exemple, on peut remplacer 3 travailleurs par un robot. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs substituables. Je substitue mon facteur travail à un facteur en fait capital. Ensuite, on va parler des facteurs complémentaires. Donc les facteurs complémentaires, c'est lorsqu'une seule combinaison productive est possible. Par exemple, si je prends l'activité de transport en taxi, à chaque voiture, il y a un chauffeur et à chaque chauffeur, il y a une voiture. D'accord? Donc lorsqu'il y a une voiture, il y a forcément un chauffeur. D'accord? Et on ne peut pas augmenter la quantité de l'un sans augmenter la quantité de l'autre. D'accord? Même si dans ma voiture, je mets 3 chauffeurs, c'est pas pour autant en fait que je vais aller plus vite. D'accord? Alors, il y a une législation concernant les bus. Donc, les bus, il y a souvent en fait 2 chauffeurs. Pourquoi? Pour qu'ils puissent prendre le relais et donc du coup en fait ne pas s'arrêter. D'accord? Donc là, ça sera mon facteur complémentaire. Les facteurs de production doivent être employés en proportion fixe. Et pour les facteurs substituables, on parle en fait d'intensité capitalistique. On parle soit de faible intensité capitalistique, c'est-à-dire une combinaison qui utilise beaucoup de travail et peu de capital, ou une forte intensité capitalistique, une combinaison qui utilise beaucoup de capital et peu de travail. Alors aujourd'hui, on est de plus en plus en fait dans des économies à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire en fait qu'on utilise beaucoup de capital et peu de travail, ce qui pose des questions, notamment en termes en fait d'emploi et donc en termes en fait de revenus, d'où le débat en fait sur le revenu universel, d'accord? Si nous sommes dans des économies à forte intensité capitalistique, comment faire en sorte en fait que chacun puisse vivre de son travail? D'accord? Donc le débat sur ce fameux revenu industriel, revenu universel, pardon. Alors, comment l'entreprise choisit entre sa combinaison productive? Comment est-ce qu'elle fait pour déterminer si elle va utiliser beaucoup de travail, peu de capital, ou l'inverse, beaucoup de capital et peu de travail? Donc, l'entreprise elle va s'intéresser à la productivité des facteurs et notamment au prix des facteurs. D'accord? Donc, tout va être une histoire de coût. D'accord? Si la faible intensité capitalistique lui revient moins cher que la forte intensité capitalistique, eh ben dans ces conditions, l'entreprise choisira cette combinaison possible. Par contre, si c'est l'inverse, elle choisira l'autre combinaison. Notre grand B, maintenant, va s'intituler « La productivité des facteurs de production ». Donc, grand B, la productivité des facteurs de production. La productivité, c'est quoi en fait? C'est un concept d'efficacité de la combinaison productive. On va comparer notamment 2 travailleurs. Donc, si un travailleur arrive à produire davantage qu'un autre travailleur pendant le même temps, alors on va dire en fait qu'il aura une productivité plus élevée. On va faire également une comparaison dans le temps. Un même travailleur qui arrive à produire davantage pendant une durée de travail identique et une augmentation de la productivité. Donc on voit que la productivité, il y a 2 types de productivité, la productivité du travail et la productivité du capital. La productivité globale des facteurs de production, donc c'est-à-dire le travail et le capital. Alors, comment est-ce qu'on mesure la productivité? On a une formule générale. Cette formule générale, c'est simple, c'est le rapport entre les quantités produites et les quantités de facteurs de production utilisés. En clair, quantité produite divisée par quantité de facteurs de production utilisés, ça me donne en fait ma productivité globale des facteurs de production. En termes physiques, d'accord, on va diviser la quantité produite par le nombre d'unités de facteurs utilisés. Par exemple, si une entreprise produit 100 voitures avec 5 salariés, la productivité physique va être de 100 divisé par 5, elle va être de 20. D'accord? Ça veut dire que chaque salarié va fabriquer 20 voitures. D'accord? Donc ça, c'est en termes physiques. Maintenant, si en valeur, je vais diviser la valeur de la production, qui est mesurée par ma valeur ajoutée, par la quantité de facteurs utilisés. Donc, la quantité de facteurs utilisés, par exemple pour le travail.
Pour le travail, elle est mesurée par le nombre d'heures travaillées, donc ce qu'on appelle la productivité horaire, ou par les effectifs employés, ce qu'on appelle la productivité par tête. D'accord? Donc au lieu de diviser en fait par le nombre de salariés, je vais diviser en fait par le nombre d'heures qu'il m'a fallu pour produire en fait ce service ou cet objet, d'accord? Ou d'accord, par le nombre d'employés en fait qu'il m'a fallu. D'accord? On va parler d'une notion là qui est importante qui s'intitule la loi des rendements décroissants. Donc à court terme, la loi des rendements décroissants, c'est souvent le seul facteur travail qui est variable. Par exemple, une entreprise, elle peut rarement modifier les équipements et les méthodes de production du jour au lendemain. Donc, il va falloir en fait qu'elle adapte la quantité de travail. Comment? En jouant sur la durée du travail, d'accord, journalière, hebdomadaire. Et on voit qu'aujourd'hui, les volontés politiques sont de plus en plus en fait cette recherche de flexibilité, notamment en assouplissant grandement le code du travail, ou alors adapter cette quantité du travail en jouant sur le nombre de salariés, avec des embauches en intérim ou en CDD, ou au contraire malheureusement des licenciements. Le volume optimal de travail par rapport aux équipements de l'entreprise. Alors, si une entreprise utilise une quantité de travail inférieure à ce volume, la productivité, elle va augmenter à chaque fois qu'elle utilise une unité de plus de travail. C'est ce qu'on appelle le produit marginal du travail qui augmente. Maintenant, si l'entreprise a dépassé ce volume, d'accord, donc ce volume optimale de travail, on parle en fait d'une production marginale qui diminue. Donc en théorie, un stade où vraiment il y a trop de travail par rapport au volume du capital, on est dans un phénomène de gêne parce que le produit marginal est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a plus de travailleurs que la production va augmenter. Au contraire, la production va peut-être même baisser. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de produit marginal négatif. D'accord? Lorsque le nombre de travailleurs augmente, mais que pourtant la production diminue. D'accord? Donc ça, c'était pour me permettre à moi plutôt, d'énoncer la loi de rendement décroissant. Donc la loi de rendement décroissant, donc c'est quelque chose, donc ça c'est important, retenez-les bien, d'accord? On a une expression en économie qui dit « toute chose est égale par ailleurs ». D'accord? Toute chose égale par ailleurs, ça veut dire lorsque le volume de capital reste fixe, si l'on accroît de manière continue la quantité utilisée de travail, il arrive un moment où les suppléments de production obtenus se réduisent, donc que le produit marginal diminue. D'accord? Donc ça, ce sont les lois de rendement décroissant. Grand C, le prix des facteurs. Grand C, le prix des facteurs. Les entreprises, elles vont comparer ce que les facteurs leur apportent en termes de productivité et ce que les facteurs leur coûtent. Et ces entreprises, en faisant cette comparaison entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte, elles vont rechercher un équilibre entre les coûts et la productivité des facteurs. Donc, tant que la productivité d'un facteur augmente plus vite que son coût, cela signifie que le profit augmente et que la demande de ce facteur va être stimulée. D'accord? On utilise plus intensément ce facteur. Si la productivité du facteur augmente moins vite que son coût, dans ces conditions, le profit diminue et la demande en fait est découragée. Donc pour qu'il y ait des conditions d'équilibre, l'entreprise va arrêter d'augmenter l'utilisation du facteur quand sa productivité va progresser au même rythme que le coût du facteur. C'est-à-dire quand le produit marginal, qui est la quantité supplémentaire de produits qui découle de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs de production, équivaut au coût marginal. D'accord? Et le coût marginal de la production d'un bien, c'est quoi? C'est lorsque le coût supplémentaire qu'implique la production d'une unité supplémentaire de ce bien. Donc la situation d'équilibre, on a un profit maximum. Si le coût du facteur augmente, c'est-à-dire qu'on a un équilibre entre le coût
et la productivité lorsque c'est rompu, est-ce que l'entreprise va utiliser moins de ce facteur? D'accord? Donc, si le coût du facteur augmente, l'équilibre coût-productivité est rompu et l'entreprise va donc utiliser moins de ce facteur. Inversement, si le coût de ce facteur diminue, on va être incité à utiliser davantage de ce facteur. Autrement dit, la demande d'un facteur est une fonction décroissante de son coût. D'accord? Donc ça, c'est important également. Bon, on le reverra de toute façon en TD, d'accord? On l'expliquera de manière chiffrée également. La demande d'un facteur est une fonction décroissante de son coût. D'accord? Si le coût du facteur diminue, d'accord, on va être incité à utiliser moins ce facteur. Le prix du travail et le prix du capital. Alors, le coût du travail, c'est l'ensemble des rémunérations des travailleurs, les salaires, les primes, avec les cotisations sociales. D'accord? Donc, attention, on parle du coût du travail pour l'entreprise. Donc, l'entreprise doit payer le salaire du salarié, mais également, en fait, les cotisations sociales qui sont liées à ce salaire. D'accord? Donc, cela signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'un salarié est rémunéré, allez, on va dire à peu près 2 000 € par mois, d'accord? 2 000 € par mois net pour le salarié. Ça veut dire que l'entreprise donne au salarié 2 000 € plus à peu près, d'accord, on va dire 1 700 € de charges. Donc, ce salarié qui aura sur son compte en banque 2 000 €, l'entreprise, elle, devra sortir non pas 2 000 €, mais quasiment 3 700 €. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le coût du travail. On a le coût du capital. Donc, le coût du capital, donc c'est le taux d'intérêt. Les entreprises, elles doivent emprunter pour investir, donc sur les marchés financiers ou auprès des banques, d'accord, lorsqu'elles procèdent sur les marchés financiers à des augmentations de capital. Et les entreprises peuvent également s'autofinancer, d'accord. Donc s'autofinancer, cela signifie qu'elles peuvent en fait utiliser leurs ressources propres pour s'autofinancer. Alors, nous allons reprendre le cours après, voilà. Donc, en petit 1, on va examiner la demande de travail. La condition de profit maximum, c'est lorsque la productivité du travail progresse au même rythme que le salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le produit marginal du travail qui doit progresser au même rythme que le salaire. Si le salaire horaire dépasse la productivité de 7 heures, alors l'entreprise perd de l'argent et elle devra renoncer à utiliser cette heure de travail. Si le salaire horaire est inférieur à la productivité horaire, alors le profit va s'améliorer et l'entreprise va être incitée à utiliser davantage de travail. Autrement dit, la demande de travail va varier en sens inverse du salaire. Donc la demande de travail, elle est exprimée par l'entreprise et on peut dire que cette demande de travail est une fonction décroissante du salaire. On peut comparer également le coût du travail et le coût du capital si ces deux coûts sont substituables. Enfin, si le travail et le capital sont substituables. Si le coût du travail progresse moins vite que le coût du capital, le coût relatif au travail capital diminue et les entreprises vont être incitées à adopter des méthodes de production en utilisant plus intensément le travail. Inversement, si le coût du travail progresse plus vite que celui du capital, si le coût relatif travail-capital augmente, les entreprises vont être incitées à utiliser des méthodes plus intensives en capital et on va substituer du capital au travail. Petit 2, la demande de capital. On peut comparer le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le coût du capital emprunté ou ce que rapporte le capital placé sur le marché financier, d'accord? Donc, ça peut être le taux d'intérêt, soit ça peut être un coût, d'accord, si j'emprunte, ou au contraire, en fait, une source de revenus, d'accord, si j'ai placé mon argent, en fait, mon capital, sur le marché financier. Le taux de rendement du capital, c'est ce que va rapporter le capital s'il est investi dans l'entreprise.
plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'entreprise est incitée à placer son capital sur le marché financier parce que ça va lui rapporter davantage. Et plus les projets d'investissement doivent présenter un taux de rendement élevé s'ils vont être retenus. Et inversement, si le taux d'intérêt est peu élevé, ça favorise l'investissement, puisque l'argent n'est pas appelé à dormir sur des comptes en banque, mais au contraire à être investi, puisque le loyer de l'argent va être peu élevé, et notamment pour des projets dont le taux de rendement est faible. Autrement dit, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, avec une hausse des taux qui freine l'investissement ou au contraire une baisse des taux qui stimule l'investissement. Grand 2, la politique de production. La politique de production, on va voir en grand A l'intégration ou l'externalisation. Donc l'entreprise, elle va choisir entre faire le produit, c'est-à-dire intégrer. Ça va être le processus de production à l'intérieur des structures de l'entreprise, ou faire le produit, autrement dit externaliser, c'est-à-dire confier la production à une autre entreprise. L'externalisation, c'est la tendance actuelle des entreprises parce que les entreprises préfèrent faire, donc confier la production à une autre entreprise, ce qui leur permet de se recentrer sur leur activité première, sur leur métier, avec pour conséquence l'externalisation de nombreuses fonctions jugées périphériques vers des entreprises spécialisées. L'externalisation, comment est-ce qu'elle évolue? Dans un premier temps, l'externalisation des activités se fait sur des activités peu qualifiées. Par exemple, vous observerez que vous venez quand même à l'université. L'université, en fait, est nettoyée. Elle est nettoyée par qui? Non pas par des salariés qui dépendent de l'université, mais par une entreprise que l'université a choisie et qui a des salariés. Donc les salariés que vous voyez qui nettoient l'université n'appartiennent pas à l'université, mais à l'entreprise avec laquelle en fait l'université travaille. Le gardiennage, c'est souvent le cas aussi, la restauration collective, d'accord, la fabrication des composants. Donc restauration collective, lorsque vous venez manger à l'université, le restaurant universitaire dépend du Crous, d'accord. Donc c'est géré par le Crous avec un directeur et une organisation propre, et cela ne dépend pas en fait de l'université, même si on travaille en partenariat avec le Crous. On peut ajouter également des activités de formation du personnel, de recherche et développement, de logistique, et on a aussi l'infogérance qui est confiée à des entreprises de services numériques qu'on appelle les ESN. Alors, par exemple, je vous donne des exemples d'externalisation. Alors, dans l'industrie automobile, on a vu une augmentation du taux d'externalisation, c'est-à-dire le montant des achats des biens et services par rapport au chiffre d'affaires qui a beaucoup augmenté. Par exemple, dans les années 50 chez Renault, il a augmenté entre 40 et 50%. En 2015, il était supérieur à 90%. Pourquoi? Parce que dans le secteur automobile, d'accord, il y a davantage en fait d'externalisation parce qu'en fait, il y a beaucoup d'assembleurs, d'accord. Donc en fait, quand vous regardez une automobile, d'accord, donc cette voiture, elle est fabriquée et chaque pièce est faite en fait par différents assembleurs. D'accord. Donc un assembleur que vous connaissez, c'est déjà Michelin, ne serait-ce que pour les pneus. L'avantage de l'externalisation, c'est que ça permet de diminuer les coûts et les délais, et ça permet à l'entreprise de se recentrer sur son métier de base pour éviter d'être une entité disparate qui va réunir une multitude de métiers. Et ça permet également à l'entreprise de gérer un problème de sureffectif. Donc une société, par exemple, qui souhaite supprimer une activité, elle va la confier
avec les salariés à une société externe qui va se charger 6 mois plus tard en fait de licencier en fait ses salariés. C'est ce qui se passe à la SNCF, hein, d'accord? Donc la SNCF ne recrute plus en tant que SNCF, mais recrute à travers en fait des filiales de la SNCF, et ces filiales en fait sont des sociétés indépendantes qui sont constituées en fait de très peu de personnes. L'inconvénient de l'externalisation, c'est la qualité qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qui est attendu. Donc par exemple, je vous donne un exemple, Novotel, donc ce sont des hôtels, ils avaient externalisé leur service de nettoyage parce que ça leur coûtait 20% moins cher. Mais il a renoncé très vite parce que la qualité de ce service, qui est quand même fondamental hein, dans l'hôtellerie, était mal assurée. Ce qui concerne les relations sociales, les relations entre le personnel de l'entreprise prestataire de services et celles de l'entreprise qui externalise, souvent elles ne sont pas bonnes et la gestion en fait est plus complexe et plus coûteuse en fait qu'on pourrait le croire. Donc il faut vraiment définir et suivre un cahier des charges, contrôler la qualité des prestations avec parce que l'externalisation peut entraîner en fait des coûts cachés, d'accord? Donc en clair, ce que ça signifie, c'est que en externalisant, l'objectif de l'entreprise, c'est d'économiser, d'accord? Mais elle peut parfois en fait, ça peut parfois produire l'effet inverse. Concernant la maîtrise de la technologie, il y a un risque de perte de savoir-faire de cette technologie et également un risque en fait de perte de pouvoir parce que les entreprises qui externalisent peuvent se retrouver parfois en situation d'otage d'un prestataire. Donc les entreprises prestataires, parfois, sont en meilleure santé que les entreprises qui externalisent. Donc le rapport de force se trouve parfois inversé. On va voir maintenant une théorie, ce qu'on appelle la théorie des coûts de transaction. C'est la théorie des coûts de transaction de Ronald Coase en 1937 et Olivier Williamson, qui ont été d'ailleurs prix Nobel, hein, Williamson en 2009. Donc Coase s'interroge pour savoir pourquoi certaines activités sont réalisées dans l'organisation, donc c'est-à-dire sont intégrées à l'organisation, et pourquoi d'autres en fait sont réalisées sur le marché, c'est-à-dire sont externalisées. Donc faut-il faire soi-même ou faire faire? Donc ça, c'est toute la théorie des coûts de transaction de Coase et Williamson. Donc les coûts de transaction, si on passe par le marché, on va prospecter sur les prix, on va négocier le contrat, et si ça se réalise à l'intérieur de l'entreprise, il y aura un contrat ponctuel qui va être remplacé par un contrat unique de long terme. Donc le salarié accepte en contrepartie d'une rémunération d'obéir à la direction de l'entreprise. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que le marché ne disparaît pas totalement? Et pourquoi, dans ces conditions, ne pas tout intégrer dans l'entreprise? Alors, c'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. On en a parlé tout à l'heure. Quand l'entreprise grandit, son efficacité est moins grande et à partir d'une certaine taille, ça devient plus efficace de passer par le marché. Williamson approfondit l'analyse de Coase. Donc, il émet 3 hypothèses. Donc, Coase, il est parti, en fait, il s'est interrogé. Faut-il faire faire ou plutôt faut-il faire soi-même? Et Williamson, plusieurs années après, en fait, a repris la thèse de Coase et l'a enrichi en ajoutant 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est ce que Williamson appelle la rationalité limitée, c'est-à-dire qu'un individu, il ne prend pas la meilleure décision possible car l'environnement économique est complexe et l'individu peut ne pas avoir suffisamment d'informations dont il dispose et puis les situations à venir peuvent être incertaines. On l'a vu là, depuis le mois de mars, l'économie est à zéro, personne n'avait prévu ce coronavirus. Donc les situations peuvent être incertaines. La deuxième hypothèse émise par Williamson, c'est l'opportunisme des agents économiques. Ils sont susceptibles de tricher si tel est leur intérêt. La troisième hypothèse de Williamson, c'est la spécificité des ressources. Certaines ressources sont spécifiques, c'est-à-dire que leur valeur dépend d'un contexte précis. Par exemple, un salarié ancien dans un emploi a des connaissances spécifiques qui ne peuvent pas être transférées à un autre emploi.
Un agent qui a une ressource spécifique peut être l'objet d'un hold-up car il va être prisonnier de la relation. Par exemple, un sous-traitant qui investit pour satisfaire un contrat en position de faiblesse par rapport à un donneur d'ordre, donc c'est le cas. Son investissement ne peut pas être valorisé auprès d'une autre entreprise, donc le donneur d'ordre, lui, va profiter de la situation en lui imposant un prix qui va lui être défavorable, voire va même l'exclure de la relation après avoir profité de l'investissement spécifique. C'est ce qui se passe dans la grande distribution, d'accord ? Dans la grande distribution, qui est en position de force, le pouvoir de négociation se trouve non pas auprès des fournisseurs, mais auprès du distributeur. C'est le distributeur qui impose aux fournisseurs le prix des marchandises. Donc on a vu, d'accord, donc régulièrement, on en parle beaucoup, notamment en ce qui concerne la filière du lait, d'accord, les agriculteurs se plaignent de travailler beaucoup, de produire beaucoup, et pour en réalité ne pas gagner grand-chose. Pourquoi ? Parce que cette relation est défavorable aux agriculteurs, aux producteurs de lait, et c'est les distributeurs qui leur imposent en fait un prix qui leur est en fait défavorable. Ensuite, on a l'arbitrage entre le marché et l'organisation qui dépend en fait de 3 hypothèses. Le marché est efficace quand il n'y a pas de ressources spécifiques, avec notamment peut-être un problème de la tricherie résolu par la concurrence. Et l'organisation est efficace si la rationalité est limitée, avec des agents opportunistes et des ressources spécifiques. En grand B, pour la suite, ce que nous allons voir, c'est la sous-traitance. Donc, la sous-traitance, c'est une forme d'externalisation. C'est une opération par laquelle une entreprise donneuse d'ordre confie à une autre entreprise sous-traitante la production de pièces nécessaires à sa production en respectant les plans et les spécifications contenues dans un cahier des charges. Donc, on va distinguer la sous-traitance de spécialité et la sous-traitance de généralité. La sous-traitance de spécialité, c'est lorsqu'une entreprise donneuse d'ordre délègue une partie de ses activités pour se concentrer sur la spécificité de son métier. Alors que la sous-traitance de capacité, c'est lorsqu'il y a un supplément d'activité. Le sous-traitant, il est souvent en position de dépendance par rapport au donneur d'ordre, surtout si le marché passé est important. Il y a une relation d'autorité entre les deux entreprises et une situation précaire qui va s'instaurer, surtout si les délais de réalisation sont courts, si les délais de paiement sont longs et s'il y a des incertitudes en cas de ralentissement de l'activité. Donc là, la situation précaire, en fait, ça va s'instaurer. En grand C, la flexibilité de l'entreprise. Alors, flexibilité, c'est le mot très à la mode en ce moment, d'accord, notamment dans le domaine économique et politique. Donc, la flexibilité, c'est la capacité d'adaptation de la production aux évolutions quantitatives, donc les évolutions de la quantité fabriquée, et qualitative avec les évolutions des caractéristiques du produit de la demande. La flexibilité, c'est la réponse des entreprises au nouveau contexte macroéconomique à partir des années 1970. Pourquoi ? Parce que à partir des années 1970, la concurrence par l'internationalisation des marchés s'est intensifiée, le progrès technique s'est accéléré et la demande a été plus volatile. Donc une demande volatile, c'est une demande pour laquelle en fait les clients ne sont pas forcément fidèles à une entreprise. Il y a également une importante croissance de la qualité avec une nécessité de réagir rapidement aux chocs exogènes, donc aux chocs qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Il existe différentes formes de flexibilité. Une flexibilité des installations avec des capacités de machines et des outils numériques également à s'adapter de façon rapide à des productions variées. Une flexibilité du travail avec des aménagements du code du travail pour s'adapter aux contraintes du marché.
Une flexibilité quantitative externe pour faire varier le volume de la main-d'œuvre en recourant aux contrats de travail précaires, c'est-à-dire les CDD, les intérims ou en licenciant. Une flexibilité quantitative interne pour faire varier le temps de travail des salariés avec des périodes irrégulières de travail comme les caissières de la grande distribution. Une flexibilité fonctionnelle avec une aptitude à pouvoir changer les salariés de poste de travail sans coût supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la polyvalence. La flexibilité de l'organisation, c'est le recours à la sous-traitance et aux autres contrats avec des acteurs extérieurs. En ce qui concerne la flexibilité stratégique, c'est une entreprise qui constitue c'est lorsqu'une entreprise constitue des surcapacités pour être en mesure de réagir rapidement à des situations de marché imprévues. Donc le surinvestissement dans certaines capacités où l'entreprise entend rester leader ou un sous-investissement dans les domaines spécialisés avec une rentabilité qui est trop aléatoire et surtout une sortie trop coûteuse. Notre grand 3, ça va être l'organisation de la production. Grand A, l'organisation et la gestion traditionnelle. Donc grand petit 1 plutôt, on va parler de l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire l'OST. Donc l'organisation scientifique du travail, elle date et a été faite par Taylor. Donc Taylor, je vous donne les dates, 1856-1915. Ceux qui ne sont pas forts pour retenir les dates, il faut par contre que vous reteniez que Taylor, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. D'accord? Donc retenez au moins ça. Taylor, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Donc Taylor, lui, il est parti en fait d'un constat en disant en fait que les ouvriers ne travaillent pas autant qu'ils le pourraient parce qu'ils flânent, d'accord, ils flânent, ils pensent à quelque chose, etc. Donc ils sont pas à fond dans leur travail. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que il y a de mauvaises traditions de métier et aussi parce que la conviction qu'un travail supplémentaire ne leur apporterait rien, d'accord, ce n'est pas parce qu'ils vont accélérer la cadence qu'ils vont être intéressés financièrement à leur travail supplémentaire. Donc la tradition de métier, c'est quoi? C'est l'ouvrier est responsable de son métier, d'accord, de son travail. Donc la direction le laisse organiser et diriger son travail. Et puis il le fait de manière empirique, c'est-à-dire non scientifique, donc ce qui a pour conséquence une mauvaise organisation du travail. L'autre raison, c'est la conviction que le travail supplémentaire ne leur apporte rien, d'accord? Si le patron dit par exemple, si vous produisez plus, on vous payera plus, eh ben c'est un argument qui pourrait peut-être être pris au sérieux, d'accord, par le salarié. Donc les solutions que Taylor a trouvées pour augmenter cette productivité, c'est déjà en fait mieux connaître le travail de l'ouvrier, d'accord, et ne pas laisser l'ouvrier s'organiser lui-même dans son travail. Ensuite, retirer l'initiative à l'ouvrier en le confiant à la direction. En le confiant à qui? À la direction, à un bureau qu'on va appeler le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes, c'est le bureau où l'on pense en fait, où on va penser, donc plutôt que de laisser l'ouvrier décider lui-même de ce qu'il doit faire ou pas, de sa libre organisation, c'est un bureau des méthodes en fait qui va dire à l'ouvrier en fait comment faire. Le bureau des méthodes va donc remplacer les bonnes vieilles méthodes empiriques par ce qu'on appelle la définition scientifique du travail. C'est-à-dire que chaque tâche va être décomposée de manière la plus poussée possible pour trouver the one best way, d'accord, donc la meilleure et seule façon de produire, ce qui va permettre en fait une augmentation de la productivité. Et enfin, les entreprises vont faire appel à la motivation pécuniaire, d'accord, c'est-à-dire que la division du travail et la spécialisation font que l'intérêt du travail en fait n'existe plus. Alors le Fordisme, Ford, donc début du XXe siècle, d'accord, donc Taylor milieu 19e siècle, Ford début du 20e siècle, il va ajouter au taylorisme en fait le travail à la chaîne. C'est-à-dire que c'est le travailleur qui va occuper un poste qui ne va pas bouger.
D'accord? Pourquoi? Parce que Ford estime qu'à chaque fois que l'ouvrier se déplace, il perd du temps en fait sur la chaîne. Donc les pièces, elles vont se déplacer sur un convoyeur. Donc convoyeur, c'est une espèce de tapis roulant, d'accord, où les chaînes se déplacent. D'accord? Donc je vous invite à regarder le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, où vous voyez bien en fait cette organisation du travail. Et chaque travailleur en fait va effectuer une opération. Donc dans un premier temps, ça va permettre en fait d'augmenter la productivité, mais la répétitivité des chaînes va entraîner de l'absentéisme et un turnover. Parce que ce n'est pas très intéressant, c'est pas valorisant et c'est fatigant en plus de faire toute la journée la même chose. Donc la solution de Ford va être d'augmenter les salaires. Il va proposer ce qu'on appelle le $5 day et puis ensuite 6 et $7 pour s'assurer d'une main-d'œuvre disciplinée et fidèle et qui pourra avoir accès à une consommation de masse. Alors, $5, être payé $5 par jour, alors aujourd'hui, forcément, ça ne nous parle pas du tout, ça nous paraît même être très très peu, mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les salariés de l'automobile étaient très bien payés, avaient la réputation en fait d'être très bien payés parce que $5 par jour, ça faisait partie des salaires les plus élevés. D'accord? Donc, il faut se remettre toujours dans le contexte de l'époque, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on pense à ça, ça nous semble complètement ridicule. D'accord? Donc, Ford plutôt, a trouvé un moyen d'intéresser les ouvriers à leur travail en les poussant en fait à s'améliorer. Et en leur offrant ce salaire de $5 par jour, ça va permettre également aux ouvriers d'avoir accès à des biens de consommation auxquels ils n'avaient pas accès préalablement. Le client, il peut choisir la couleur de sa voiture pourvu que ce soit noir. C'est ce qu'on appelle la Ford T. Alors, concernant la généralisation du Fordisme, ça va être généralisé à l'ensemble des industries des biens de consommation jusque dans les années 1970. Petit 2, la gestion traditionnelle. La gestion traditionnelle, c'est la gestion qui s'applique pour la production en grande série et en continu. Ça permet d'établir des prévisions qui concernent la demande des clients pour lancer la fabrication en série, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle. Donc, c'est un des soucis majeurs de l'entreprise. Son souci, c'est d'atteindre l'utilisation maximum des équipements productifs pour réaliser des économies d'échelle. La production se fait pour le stock, en attendant la vente, d'accord? Et on verra que produire pour le stock, aujourd'hui, ce sont des méthodes en fait qui ont évolué et qui ont changé. Grand B, les nouvelles formes d'organisation du travail et de gestion. Petit 1, comme nouvelle forme d'organisation du travail et de gestion, on va voir le néo-taylorisme. Le néo-taylorisme, c'est la remise en cause du taylorisme. Donc le taylorisme était une méthode de production qui était adaptée à l'entreprise au début du XXe siècle, avec un personnel sans qualification et faiblement instruit. Ça a été un facteur important de progrès de la productivité, mais à partir des années 60, avec l'affaiblissement des gains de productivité, l'absentéisme se développe, les matières premières et de produits, on observe également avec cette méthode un gaspillage des matières premières et de produits et des conflits sociaux qui se multiplient. Donc, il y a des nouveaux critères de compétitivité qui ne sont pas uniquement des critères de productivité, mais des critères de qualité et de réactivité. Et ces nouveaux critères de compétitivité ont conduit le nécessaire développement de nouveaux modes d'organisation. Donc même dans le même temps d'émergence, en fait, on a du néo-taylorisme, c'est-à-dire une organisation actuelle de la production industrielle, toujours fondée sur certains principes tayloriens, à savoir, je vous le répète, le travail répétitif et le travail cadencé. Donc le travail répétitif, il se développe, y compris dans les services, d'accord? Donc c'est le travail à la chaîne, mécanisé. Et le travail cadencé, c'est le travail qui est sous contrainte de rythme, notamment en fait normé par des procédures, d'accord? On le retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle en fait sur les plateaux téléphoniques. Vous savez, les plateaux téléphoniques, quand vous avez un
problème avec votre téléphone, vous allez appeler en fait le service de l'opérateur concerné et vous allez tomber en fait sur une opératrice qui va vous poser toujours les mêmes questions. Donc elle va toujours commencer par vérifier votre identité et vouloir mettre à jour en fait vos coordonnées. Et ensuite, si vous lui expliquez votre problème, elle va également en fait poser une question pour éliminer. Donc ça peut être agaçant, mais ça fait partie en fait des procédures. Donc le néo-taylorisme a des spécificités par rapport au taylorisme classique. Donc c'est la déspécialisation et le travail de groupe. La déspécialisation, ça prend différentes formes. Cela conduit au développement de la polyvalence des salariés, avec notamment la rotation des postes. Donc, confier successivement différents postes à chaque opérateur pour réduire la monotonie du travail. Donc, l'opérateur ne fait pas toujours la même chose. Un élargissement des tâches en regroupant au sein d'un même poste de travail des tâches jusqu'alors qui étaient réparties entre différents postes. Et puis, ça permet également de redonner un certain sens au travail lui-même. Concernant l'enrichissement des tâches, donc on va confier à un même poste de travail des responsabilités nouvelles concernant l'organisation et le contrôle du travail et responsabiliser et donc motiver les salariés. Le travail, il peut se faire en groupe autonome de production avec des objectifs de production qui sont fixés à des groupes et chaque groupe va décider de l'organisation de son travail et la répartition des tâches entre ses membres. Les primes collectives vont être attribuées aux groupes qui atteignent les objectifs répartis par le groupe entre des membres. Mais la pression sur les salariés reste toujours très forte et on voit apparaître ce qu'on appelle beaucoup en fait du burn-out. Donc le burn-out en fait c'est le développement de l'épuisant professionnel et près de la moitié des salariés, selon le baromètre Segos 2017, d'accord, donc selon une étude, déclarent que leur charge de travail est trop importante. Et c'est comme ça que peut naître en fait du burn-out. Donc la pression, elle s'étend également hors du temps de travail avec la généralisation des outils numériques. Donc 77% des cadres travaillent en dehors de leur temps de travail, d'où une loi qui est passée qu'on appelle le droit à la déconnexion des travaillés, donc qui prévoit en fait que malgré le fait que les cadres possèdent des outils numériques, souvent en fait donnés par l'entreprise, et il faut en fait ces cadres ont le droit à une déconnexion, c'est-à-dire ont le droit de ne pas répondre en dehors de leurs heures du travail aux différents mails et coups de fil qu'ils pourraient recevoir. Petit 2, les nouvelles formes de la gestion de production. Donc, on a ce qu'on appelle le sur-mesure de masse. Donc, le sur-mesure de masse, c'est quoi? C'est une production de masse qui va autoriser de vendre à un prix abordable, mais aussi offrir aux clients des produits différenciés, voire personnalisés. Donc, une des méthodes du sur-mesure de masse, c'est ce qu'on appelle la modularité. Donc, la modularité, c'est quoi en fait? C'est des modules qui interviennent dans la composition de différents produits. Et lorsqu'on va combiner en fait ces différents modules, on va obtenir en fait des produits différents. Ce sont des modules qui sont produits en grande série, d'accord? Alors je vous donne un exemple. Les premiers à avoir fait ça, c'est la voiture Smart que vous connaissez, d'accord? Donc ils ont voulu différencier leur voiture en permettant à l'automobiliste de choisir la couleur de son toit, la couleur de ses portières, l'intérieur de la voiture, alors qu'avant en fait on n'avait pas le choix, hein. Donc on avait des packs. Par exemple, si on choisit une voiture noire, forcément toute la voiture était noire et on avait le choix soit entre un intérieur gris ou un intérieur noir, d'accord? Donc voilà, donc c'était un pack. Smart est arrivé en proposant une voiture personnalisée avec un toit blanc, possibilité de siège rouge, vert, noir, d'accord, la couleur que l'on veut, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est fait par module et ces différents modules permettent en fait de composer la voiture. Donc les clients ont un choix plus large de produits différenciés. Voilà.
Ensuite, autre nouvelle forme de production, ce qu'on appelle le toyotisme. Donc là, on a vu le sur-mesure de masse, d'accord? Maintenant, le toyotisme, c'est un nouveau système de gestion qui est influencé par Toyota. D'accord, Toyota, donc exactement, alors c'est pas Monsieur Toyota, d'accord, donc c'est Monsieur Taishi Ono. Donc le toyotisme, lui, c'est quoi en fait? C'est le principe des 5 zéros. 0 défaut, 0 panne, 0 délai, 0 stock, 0 papier. Qu'est-ce que ça signifie? Le 0 défaut, c'est une fabrication sans faille, pas de défaut, d'accord? Contrairement à ce qui était fabriqué lorsqu'on était au temps des méthodes de l'OST, d'accord, sous Taylor, où on s'est aperçu en fait qu'il y avait tellement de gaspillage parce qu'il y avait tellement de produits en fait qui avaient été mal fabriqués qu'on aurait pu même ouvrir en fait rien qu'une usine de produits mal fabriqués. Toyota, lui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, donc Ono, lui, cherche une méthode pour savoir comment est-ce que son pays peut rester en fait compétitif, sachant qu'il n'y a pas de marché de masse, contrairement aux États-Unis, mais il va faire autrement. En fait, il va inventer en fait cette méthode en fait des 5 zéros. Zéro panne, en fait, zéro panne, c'est une maintenance préventive. Alors vous savez, en fait, on est dans la prévention, soit on est dans la curation, d'accord. Donc soit en fait, on entretient chaque année son matériel. Donc, c'est ce que Toyota, en fait, c'est ce qu'on appelle le toyotisme, d'accord? Soit, au contraire, on a une autre méthode, on se dit, non, on ne va pas payer un contrat de maintenance chaque année. Par contre, quand c'est en panne, en fait, eh ben, on changera la pièce. Alors, avantage, inconvénient, d'accord? L'inconvénient, c'est que des fois, on peut avoir des grosses pannes qui auraient pu être évitées si régulièrement, on avait entretenu, en fait, la machine. Le zéro délai, c'est une flux continu de produits. Le zéro stock, pas de stock, on fabrique en flux tendu. Qu'est-ce que ça signifie fabriquer en flux tendu? Donc Toyota, on est dans l'industrie automobile, d'accord? Lorsqu'un automobiliste vient dans un garage Toyota pour acheter une voiture, la voiture n'existe pas. Mais à partir du moment où l'automobiliste a choisi à signer un bon de commande, la voiture commence à se fabriquer. Et c'est ce qui permet en fait zéro stock, donc pas en fait d'argent immobilisé. Rappelez-vous en fait la simulation de gestion qu'on voyait avec les stocks et ce qu'on appelle en fait les flux tendus. Et zéro papier, on réduit au maximum les opérations administratives qui sont chronophages. Autre méthode, donc on a vu les nouvelles méthodes, on a vu le sur-mesure de masse, on a vu le toyotisme, on va voir maintenant la gestion à flux tendu. La gestion à flux tendu, donc on a commencé à en parler avec le toyotisme. Donc c'est une gestion qui s'oppose à la gestion traditionnelle et en cela que c'est une production qui repose sur une anticipation de la demande. Alors que le principe du juste à temps, c'est la production qui doit être égale à la demande à tout moment. Donc le stock n'est plus vu comme une nécessité, mais au contraire comme un défaut dans la circulation des flux de produits et de matière au sein de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est d'accélérer la circulation des flux. Comment? Avec le pilotage par l'aval, c'est-à-dire que la production est déclenchée par la réception d'une commande de la clientèle. Donc, c'est ce que je vous expliquais, je rentre chez Toyota ou chez n'importe quel concessionnaire de voitures, je veux m'acheter une voiture neuve, la voiture n'existe pas. Par contre, à partir du moment où je la commande, paf, d'accord, c'est lancé dans les usines et la voiture commence à être fabriquée, ce qui explique qu'il faut un certain délai avant de pouvoir en fait se faire livrer une voiture neuve. Troisième point, petit 3, le recours aux outils de l'industrie 4.0. Alors, quels sont les outils? On a la productique. La productique, c'est l'ensemble des applications de l'informatique aux différents domaines de la fabrication. Donc c'est la robotique, les imprimantes 3D, les objets connectés, les logiciels de simulation, d'accord, voilà, tout ça. Donc les conséquences en termes d'emploi, les besoins en travail peu qualifiés sont réduits. Et il y a moins de création de postes, donc on a une remise en cause des politiques de délocalisation en perspective avec un changement de production. Donc voilà pour ce deuxième chapitre. Donc ce deuxième chapitre, je vous l'ai dit, il est très long, d'accord. Il peut faire l'objet en fait d'une séance numéro 2 et d'une séance numéro 3. Et bien sûr, je vous rappelle en fait que ces chapitres que nous voyons en cours magistraux à distance seront également expliqués avec les TD lorsque nous verrons en fait physiquement.